droit des biens est une branche du droit civil qui constitue la base du droit du patrimoine. Le droit opère la distinction entre deux catégories juridiques, celle des personnes et celle des choses. Bien évidemment, les biens sont des choses. Mais toutes les choses ne sont pas des biens. Seuls sont des biens les choses qui procurent une certaine utilité à l'homme et qui sont susceptibles d'appropriation. Ainsi, le soleil, la mer, la lumière sont des choses inappropriables et ne sont donc pas des biens. On doit à Aubry-Hérault la théorisation de l'idée de patrimoine. Le patrimoine est l'ensemble des biens d'une personne envisagés comme formant une universalité de droit, c'est-à-dire qui comprend tous les biens présents et futurs de la personne. Le patrimoine comprend un aspect actif, les biens et les créances, et un aspect passif, les obligations et les dettes que l'on doit à autrui. Le passif répond ainsi de l'actif, mais c'est également vrai inversement. On retrouve cette idée de patrimoine à l'article 2284 qui énonce que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles, immeubles, présents et à venir. La théorie classique du patrimoine emporte des conséquences. Elle établit ainsi un lien entre patrimoine et personnalité. Le patrimoine est indissociable de la personne. C'est là l'inaliénabilité. Un autre caractère, c'est l'indivisibilité, ou l'unité du patrimoine. Ainsi, toute personne possède un patrimoine, mais ne peut en posséder qu'un. Cependant, le droit français admet des exceptions au principe d'unicité et d'indivisibilité du patrimoine. Il est aujourd'hui permis à une personne de posséder divers patrimoines. On retrouve ainsi les hypothèses de la fiducie ou de l'entreprise individuelle. Pour en revenir à l'étude des biens, il faut procéder à leur classification. L'article 516 nous y invite en disposant que tous les biens sont meubles ou immeubles. Les biens immeubles sont divisés en trois catégories. On retrouve les immeubles par nature, soit le sol et ce qui est incorporé. Les immeubles par destination, ce qui est attaché à un fonds par le propriétaire pour son exploitation ou son ornement. Les immeubles par l'objet auquel il s'applique. Là, ce sont les droits qui portent sur des immeubles. Du côté des meubles, trois catégories également. Les biens meubles par nature, ce qui est mobile donc. Les meubles par détermination de la loi, créances, obligations, actions. Et les meubles par anticipation, catégorie créée par la jurisprudence. Ce sont les biens destinés à être prochainement détachés de la terre. Intéressons-nous à présent à l'étude de la notion du droit de propriété. Il s'agit d'un droit réel, c'est-à-dire un lien entre une personne et un bien, par opposition au droit personnel, lien entre un créancier et un débiteur. L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Que le bien soit meuble, immeuble, corporel ou incorporel, il va présenter trois attributs. En premier lieu, l'usus, soit l'usage et le non-usage du bien. Le fructus, soit la capacité de percevoir les fruits et les produits générés par le bien. Et enfin, l'abusus, soit la faculté pour le propriétaire de conserver, détruire, aliéner ou abandonner son bien. Le droit de propriété est l'exercice réuni de ces trois attributs, mais on en trouve des démembrements, comme l'usufruit, réunissant l'usus et le fructus, mais pas l'abusus, qui échoue au nu propriétaire. Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière à diviser... C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruit là. L'usufruit. Enfin, oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière à diviser. Non, ça va pas. Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement, oui. L'usufruit peut porter sur tout type de bien. Il est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. Pour que l'usufruitier entre en jouissance de son droit, il doit faire dresser un inventaire et donner caution de jouir en bon père de famille au nu propriétaire. C'est-à-dire qu'il va prendre soin du bien sur lequel porte l'usufruit pour pouvoir le restituer dans l'état où il l'a reçu lorsque le terme se réalise. L'extinction de l'usufruit entraîne une restitution de principe en nature dans l'état où se trouve la chose, non détériorée par le dol ou la faute du bénéficiaire. Alors on l'a vu, le droit de propriété est absolu, mais il existe des limites à la jouissance ou à la conservation des biens, comme la protection de l'environnement, l'hygiène, la santé, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la nationalisation, la réquisition, la confiscation, ou même le droit de préemption s'il existe un intérêt général. On trouve également des limites d'utilité privée.
Il va s'agir des servitudes légales de voisinage, le droit de passage, les égouts, les vues, le bornage et la clôture, c'est-à-dire la délimitation matérielle de la propriété de chacun. La jurisprudence a également créé des limites à l'exercice du droit de propriété. Elle a d'abord développé la théorie de l'abus de droit. On en trouve un exemple dans l'affaire Clément Bayard où un propriétaire était excédé par son voisin qui gonflait et lançait des ballons dirigeables depuis son terrain et empiétait donc sur le terrain du premier propriétaire, qui avait planté des piquets pointus sur son terrain visant à crever les ballons dirigeables qui passaient au-dessus. On a bien là une intention de nuire et une absence d'intérêt légitime et sérieux. Une seconde limite au droit de propriété que pose la jurisprudence, ce sont les troubles anormaux du voisinage. Il ne s'agit pas là d'un usage abusif, mais d'un usage excessif, sans nécessairement commettre de faute. Pour ce qui est de l'acquisition de la propriété individuelle, les articles 711 et 712 du Code civil donnent une liste des moyens existants. Ça va pas vous plaire, c'est en latin. L'acquisition de la propriété par acte juridique répond au principe nemo plus iuris. Il n'est possible de transférer par convention que les droits que l'on possède soi-même, avec pour exception la théorie de la propriété apparente. Lorsque l'acquéreur est de bonne foi et que l'erreur est commune et invincible, la propriété est acquise. Le second principe, c'est celui du transfert de propriété solo consensu. Il y a ainsi instantanéité du transfert par le seul échange des consentements. Des limites existent quant à la nature du bien, notamment lorsqu'il s'agit d'une chose fongible ou la vente d'un immeuble à construire. Les parties peuvent également prévoir des clauses qui vont organiser le transfert de la propriété. Voyons à présent l'effet de la possession. Nous avons vu que la propriété était un pouvoir de droit exercé sur un bien. La possession est-elle la maîtrise de fait exercée sur une chose corporelle? Les éléments constitutifs de la possession sont le corpus, l'élément matériel, c'est-à-dire l'utilisation, le fait de payer les impôts ou de recueillir les fruits du bien, et l'animus, qui est l'élément psychologique, c'est le fait de se comporter ou de s'affirmer comme maître de la chose. On présume l'animus, mais le corpus reste approuvé. La possession peut permettre l'acquisition de la propriété immobilière par l'effet de l'usucapion. La prescription permet ainsi d'accéder à la propriété après 30 ans, c'est le délai de droit commun, mais il existe un délai abrégé de 10 ans, à condition de présenter un titre juste et d'être de bonne foi. La possession peut être affectée par une interruption naturelle ou civile, mais également par une suspension. C'est l'article 2261 qui décrit les qualités de la possession utile, qui va permettre cette prescription acquisitive. En matière d'acquisition de la propriété mobilière, en revanche, on aura recours à l'article 2276. Au chapitre de la protection de la propriété et de la possession, une première difficulté s'impose. La preuve de la propriété n'est pas régie par la loi. Ainsi, en matière de meubles, l'article 2276 pose une présomption simple que l'on peut renverser en prouvant un vice dans la possession. En matière de propriété immobilière, le juge va retenir la meilleure preuve qu'on lui apporte et chercher le caractère vraisemblable, car même un titre de propriété présenté en bonne et due forme peut avoir été acquis auprès de quelqu'un qui n'était pas le vrai propriétaire. À comparer entre toutes les preuves possibles, l'usucapion reste le meilleur moyen de défendre sa propriété. Il existe une variété d'actions possessoires, c'est-à-dire d'actions contre les troubles de la possession. Ce sont les actes volontaires qui entraînent la contestation d'une possession par une personne, mais ces moyens sont peu utilisés en comparaison avec la procédure de référé, et l'avant-projet de réforme du droit des biens prévoit leur disparition à terme. Voilà ce dont on peut dire de la propriété individuelle. Concernant la propriété collective, il en existe deux types principaux, ce sont l'indivision et la copropriété. L'indivision, c'est la propriété commune, avec des droits identiques et concurrents pour les propriétaires. On a d'un côté l'indivision ordinaire qui s'applique à une proximité entre personnes, mais on a également une indivision spécifique, c'est la mitoyenneté, qui organise la proximité des biens. Un mur, un fossé, une clôture. L'indivision a vocation à prendre fin par le partage, tandis que la copropriété est conçue comme définitive. L'indivision légale, ou subie, est régie par les articles 815 à 815-18. Les indivisaires ont ainsi un droit au partage qui leur est toujours ouvert, avec les exceptions du maintien judiciaire ou du maintien conventionnel. Les indivisaires ont un droit exclusif et individuel sur leur part qu'ils peuvent vendre, donner ou utiliser en justice. Également un droit de préemption en cas de cession des parts indivises d'un autre indivisaire. Et enfin un droit d'usage et de jouissance sur les biens indivis. La gestion de l'indivision va amener à prendre des actes conservatoires ou des actes d'administration ou de disposition, chacun répondant à une nécessité d'accord différente. Ces actes de gestion peuvent ensuite faire l'objet d'un contrôle.
Il existe également un régime d'indivision voulu, c'est-à-dire par convention, qui a l'avantage de se rapprocher du droit des sociétés, mais qui est assez peu utilisé en pratique. Le régime de la mitoyenneté est assez clair et une simple lecture des articles 653 à 673 du Code civil permet d'en saisir le fonctionnement. Ces articles organisent l'acquisition, la jouissance et l'abandon de la mitoyenneté, qui est une séparation matérielle entre deux fonds immobiliers. La copropriété est régie par la loi du 10 juillet 1965. C'est un mélange de propriété individuelle et de propriété collective. Pour être soumis à ce régime, l'immeuble doit présenter une division verticale ou horizontale. Il faut qu'il y ait au moins deux propriétaires différents et chaque propriétaire doit disposer d'un lot de copropriété qui comprend la propriété exclusive des parties privées et une quote-part de la propriété des parties communes. Les organes de la copropriété sont le syndicat des copropriétaires qui convoque l'assemblée générale au moins une fois par an. Cette assemblée générale rédige et peut modifier le règlement de copropriété. Ce règlement fixe la destination, c'est-à-dire l'usage que l'on peut avoir des parties privées et des parties communes de l'immeuble, mais également l'administration des parties communes et la répartition des charges. On va requérir des majorités différentes selon le type de décision dont il est question. Par exemple, voter le budget ou changer la destination d'une partie de l'immeuble. L'organe exécutif de la copropriété, c'est le syndic. Il est nommé et révoqué par l'Assemblée générale à majorité absolue. C'est lui qui gère la copropriété, administre les parties communes et d'une manière générale assure la conservation et l'entretien de l'immeuble. Enfin, le conseil syndical, c'est l'organe d'assistance et de contrôle. Dernier point sur le droit des biens, la servitude. C'est l'affectation d'un fonds servant au service d'un fonds dominant de manière perpétuelle. 70 articles y sont consacrés dans le Code civil, ce qui en fait un droit complexe, parfois désuet et anachronique. Il y a servitude dès lors qu'il y a une pluralité de fonds, et on vise là les immeubles par nature seulement. Il faut au moins deux propriétaires différents. Enfin, il faut qu'il existe une charge pesant sur un fonds au profit d'un autre fonds. La servitude n'est ainsi pas une obligation personnelle, et elle doit être utile au fonds dominant. En dehors des servitudes naturelles et des servitudes légales, il est possible d'établir une servitude par convention, par le jeu de la prescription acquisitive, c'est-à-dire jus capion, ou par destination du père de famille, situation dans laquelle des aménagements existent entre deux fonds qui, antérieurement, appartenaient à un seul propriétaire. Il existe plusieurs manières de mettre fin à la servitude. Voilà pour aujourd'hui. Une fois encore, consultez les articles du Code civil, travaillez les arrêts de jurisprudence qui ont été cités. En tous les cas, merci pour votre attention, et si vous n'avez pas encore eu votre dose, d'autres vidéos sont à votre disposition. Qu'est-ce que ça a fait mes 68, ça? Ça a fait mes 68, hein? Non, c'est pas moi, c'est... Merci, maître, pour toutes ces précisions. C'est sympa.